Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, tu envoies ta demande ici là en direct et tu vas monter raconter ton histoire. S'il te plaît, assure-toi que derrière toi il n'y ait pas de bruit. Si tu es en train de visionner, tu éteins la télé ou bien tu baisses complètement le volume. Si tu es au milieu des personnes qui vont bavarder, tu t'éloignes simplement, même des enfants. Si tu es en route, arrive d'abord à la maison avant de monter, s'il te plaît. Et les histoires qui sont trop longues là, s'il vous plaît, abrégez un peu ces histoires-là. Quand les gens viennent là, sachez que quand vous racontez une histoire et que c'est trop long, il y a des gens qui vont se connecter au milieu de l'histoire. Et s'ils viennent trouver une histoire qu'ils ne comprennent déjà pas depuis le début et qui dure encore tellement, c'est pas bon. Les dates ne sont pas trop nécessaires. Et s'il vous plaît, évitez de mentionner les noms des gens. Si vous voulez raconter l'histoire sur, par exemple, Simi ou bien As de pique, vous pouvez raconter en disant c'est Dieudonné ou bien Pompidou ou bien Stéphane. Vous pouvez utiliser les vrais noms, s'il vous plaît. Même le nom des quartiers, ceux qui sont souvent là que il habitait derrière Isakam, derrière le poste de police où il y avait la maison rouge qui avait brûlé. Non, hey. Ce n'est pas ici enquête de Miami. On n'est pas ici là à Jack Bauer. Je ne suis pas Jack Bauer, mon ami. Je ne peux pas gérer les retours des polices. Ok. Pas de détails. C'est pas au quartier Bami, au quartier Aoussa, à New Bell là-bas. Simplement. Hein? Ok. On va commencer. Bonsoir tranquille. DMG. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je viens raconter un peu l'histoire personnelle. Ça concerne mon fils. Et cette histoire sera accompagnée de conseils. En fait, c'est une longue histoire. Je vais prendre que la dernière partie parce que c'est tellement longue que je ferai sur WhatsApp en fait. Mais c'est juste la dernière partie que je raconte aujourd'hui. Ça m'a pris beaucoup de temps, vraiment. J'ai commencé par des tests, des petites histoires comme ça. Parce que c'est une histoire qui est encore, il y a eu beaucoup d'émotions. Donc, je vais commencer. En fait, c'est mon fils qui était tombé dans le coma. Donc, il est tombé dans le coma 1 mois, 2 mois. Et il était quasiment mort. C'est l'appareil. Il y a des appareils dans les hôpitaux. Donc, il y a un appareil qui maintenait son cœur en vie. Donc, si on enlevait cet appareil, donc l'enfant partait en fait. Donc, en fait, il était déjà mort, mais ils ont mis cet appareil parce que ses organes vitaux étaient encore là. Et donc, tous les jours, les médecins nous appelaient pour dire qu'est-ce qu'on fait, il faut le débrancher, il faut le laisser partir parce que on a attendu, quoi, il faut le laisser partir. Et c'est là où toute la famille s'est mobilisée. Donc, moi, j'ai dit aux médecins, non, on ne peut pas débrancher comme ça. C'est pas... Donc, tous les jours, il y avait des réunions avec des médecins. Ils m'appelaient, ils nous appelaient. Il faut prendre une décision. Donc, on avait vu que l'enfant, en fait, si vous voyez ses mains, au niveau des coudes comme ça, jusqu'aux doigts, c'était noir. Au niveau des genoux jusqu'aux pieds, noir. C'est comme un mouton. Vous savez, quand on attache les moutons comme ça, on veut faire, pour ceux qui connaissent, par exemple, dans l'islam, on veut faire, par exemple, attacher un mouton ou bien c'est pour l'égorger, les parties qu'on attache là. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Donc, quand tout le monde le voyait, c'est comme si, en fait, c'était un corps qui avait été attaché. Donc, moi, en voyant ça, je disais non. Je disais, s'il vous plaît, laissez encore, attendez encore. Madame, qu'est-ce qu'on va attendre? Parce que, voilà, on vous laisse encore quelques jours. Si on voit que toujours comme ça, son corps est en train de s'abîmer, de necroser, il faut le laisser partir. Donc, c'est là où toute la famille s'est mobilisée. Ceux qui prient, ceux qui cherchent partout. Moi, je me suis levée, je parlais, j'appelais. Voilà, il fallait parler, appeler, dire des choses en fait pour que l'enfant, qu'on ne le débranche pas. Après 3 mois et 10 jours, on a vu que l'appareil, en fait, c'était 100%. C'était écrit sur l'appareil 100%. Ça veut dire que c'est l'appareil qui maintenait l'enfant en vie. Et à un moment, l'appareil est descendu 95%. Et là, ça a sonné. Les infirmières, tout le monde est revenu en disant « Ah, mais oui, il
il y a eu un truc, il y a eu un truc. Après, l'appareil est descendu à 80 jusqu'à ce que l'appareil est descendu à 0 et l'enfant pouvait respirer de lui-même. Et quand l'enfant s'est réveillé, tout de suite, ils allaient amputer parce que la partie qui était noire là avait nécrosé comme un animal qui avait été attaché quelque part. Donc, nous, on a encore dit au médecin, s'il vous plaît, laissez encore, attendez. Et les chirurgiens, ils ont été géniaux. Ils ont dit, on va attendre, madame, on va attendre de voir ce qui va se passer. Et quand l'enfant s'est réveillé, plusieurs jours, 6 mois après, on a vu que tout son corps commençait à redevenir normal. Et ils n'ont finalement pas amputé, mais juste un tout petit peu vraiment les parties qui étaient vraiment nécrosées. Et là où je voulais vraiment, je suis montée aujourd'hui, c'est pour dire que quand l'enfant s'est réveillé, en fait, l'enfant nous a expliqué qu'il était quelque part enfermé. Il était quelque part enfermé et il y avait des gens qui le surveillaient pour qu'il ne sorte pas et il entendait nos voix. Il y en a qui l'appelaient, allez, bats-toi, reviens. Il y en a qui priaient, tout ça, il entendait. Et après, il a vu une force qui est venue ouvrir la porte là où il était et qui l'a fait sortir. Et quand il est sorti de là, il est revenu à lui sur son lit. Donc, c'est pour dire, quand vous avez une personne dans le coma, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, ne dites pas, ah, ça y est, il est déjà mort, laissez-le partir. Ou ne commencez pas déjà à pleurer. Ça veut dire comme si vous acceptez déjà. Parce que si c'est un problème mystique, ça veut dire que la personne n'est pas encore morte et quelque part d'abord. Donc, il faut se lever, parler, prier, chercher, faire tout. Mais si vous abandonnez déjà, vous dites, ok, c'est pas grave, vous pleurez, vous dites, médecin, ok, débranchez. Ça y est, vous avez donné raison à ce qu'il avait. Donc, nous, c'était un problème vraiment mystique. Et l'enfant nous a tout expliqué en détail qui étaient ces personnes qui surveillaient autour de lui et comment aussi il était pris dans cette cage-là où il était. Merci en tout cas. Donc, n'abandonnez pas surtout. Si c'est vraiment vos propres, même des proches, la famille proche, hein, même lointaine, hein. Vraiment, parlez-en autour de vous. Dans le coma, on ne pleure pas, on prie, on cherche. Et surtout, les médecins sont toujours de notre côté. Tant que vous n'avez pas dit débrancher, ils ne débrancheront jamais. Ils écoutent la famille, ils soutiennent la famille. Donc, ne soyez pas pressés à dire, ah, on est fatigué, il est déjà mort, on le laisse. Non, ces gens-là, ils nous entendent. Surtout quand ils sont dans le coma, ils nous entendent. Quand on prie, on continue de parler, de chercher. Si vous avez des grands-parents ici, il faut parler, s'il faut taper quoi que ce soit pour que ces gens-là reviennent. Merci. Merci, DMG. Merci beaucoup, Force Tranquille. Et n'oublie pas d'envoyer l'histoire complète sur WhatsApp, s'il te plaît. Oui. Dans les Merci commentaires. beaucoup. Bonsoir, Laurine. Bonsoir. Je vais raconter mon histoire. Et Laurine depuis le Gabon. Bon, quand je suis née, on m'a dit que je suis née avec un petit bouton au niveau de la poitrine, genre comme un grain de beauté. Et puis quand je grandissais aussi, je voyais ça au niveau de la poitrine. Donc quand j'ai eu 12 ans, ça commençait à me gratter, ça me grattait. Et après, quand j'appuyais, il y avait un petit truc blanc qui sortait comme l'acné. Mais ça avait une mauvaise odeur. Je disais ça aux parents. Donc, en tout cas, on ne s'inquiétait pas parce que c'est un truc qui a grandi là en même temps que moi. Parce que je suis née avec. Donc, quand j'ai eu 12 ans, ça commençait à me gratter, ça me faisait mal en même temps. On était au mois de novembre de cette année-là, je ne me souviens plus vraiment de l'année. Mais j'avais 12 ans. Donc ça me grattait, ça me faisait mal jusqu'à... Ça s'est enflé carrément. Genre comme un abcès. Donc ma grand-mère m'a emmenée à l'hôpital chinois. On est allé, il fallait qu'on perce ça. Mais ils ont pris le pus là, parce qu'il y avait un pus à l'intérieur. Ils ont pris le pus là, ils ont fait les examens. Et quand ils ont fait les examens, ils ont dit que c'est un kyste qui a éclaté. Mais le pus là, quand c'est sorti de là, quand on a percé ça, on ne pouvait pas respirer. Ça sentait. Ça sentait tellement mal. Mais après, on est reparti à la maison. De temps en temps, je venais faire les pansements. Mais maintenant, ça venait comme ça chaque année.
Chaque année au mois de novembre, pour moi, c'était un calvaire. Quand il sait que décembre arrive, on va forcément ouvrir la place. Donc, de 12 ans jusqu'à ce que j'ai fait mon premier fils, quand j'ai eu après mes 18 ans, donc chaque année, je dis bien, de décembre quand j'ai eu 12 ans, donc chaque année, chaque novembre, ça s'enfle et chaque décembre, il faut qu'on aille ouvrir. Quand j'ai fait mon premier fils, après quand il a eu 1 an et demi, lui, je partais au village avec les enfants pendant les vacances. Donc ma mère me dit, quand tu vas au village, ne prends pas l'enfant pour déposer chez tes oncles ou bien... Parce qu'il fallait d'abord qu'on passe par Port-Gentil avant d'aller au village. On vient de la capitale. On m'a dit, ne dépose pas l'enfant chez tes parents parce que toi, tu aimes les balades et tout. Moi, je n'ai pas compris. Donc là, il y a la nièce, non, la cousine à maman qui m'a proposé de prendre l'enfant pour le week-end. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Maman, moi, ça va me permettre de sortir. Mais en même temps, c'est là-bas où maman ne voulait pas que moi, je dépose l'enfant. Mais moi, je suis quand même allée déposer l'enfant là-bas. Parce que notre grand-père là, celui qui est le père à la cousine à maman, c'était un grand sorcier de la famille. Donc c'est là-bas où ma mère ne voulait pas que l'enfant parte. Mais moi, avec le boulot à loup, j'ai dit que les balades, les sorties, je dis je sors. Donc j'ai déposé l'enfant là-bas. Après, quand l'enfant est revenu à la maison, après le week-end, on est allé au village. On a passé les vacances là-bas tranquille. Maintenant, on revient sur Libreville. Mon fils a commencé à tomber malade. On ne faisait pas 1 mois à la maison. On va à la pédiatrie de Vendo. On ne fait pas 1 mois à la maison. On est à la pédiatrie de Vendo. Donc, après, on a dit non, il faut soigner l'enfant pardon, chez les Noirs. Donc, j'ai eu un de mes grands-pères qui passait par là, donc qui est arrivé dans la ville. Je lui ai expliqué un peu la situation des enfants parce qu'il était tradit praticien. Paix à son âme. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est décédé. Donc, j'ai expliqué un peu la situation de l'enfant que depuis qu'on est arrivé des vacances et tout, la santé de l'enfant, ça ne va pas. Donc, il me dit, il faut aller acheter ça. Parce que l'enfant, là où il est là, si on met encore du temps comme ça, il va partir. Parce que mon fils, il avait déjà perdu beaucoup de poids. Donc, on allait acheter les coques et tout ce qu'il a demandé là. Comme le père de l'enfant n'était pas présent, on a fait ça en présence de mon petit frère, celui qui me suit. On a fait les choses de la tradition et tout. Ça s'est bien passé. Donc maintenant, moi, je pense le lendemain, après qu'il ait fait ça, j'étais en train de faire la cuisine et j'ai eu une envie de dormir, donc j'ai somnolé. Je suis allée me mettre dans la chambre, je suis allongée sur le lit. J'ai eu je ne sais pas comment on appelle ça, j'étais bloquée sur place. Donc je n'arrivais pas à parler, à bouger et tout. Mais après, j'ai vu mon grand-père où j'ai déposé l'enfant à Port-Gentil qui apparaît sur mon lit. En même temps, il est à Port-Gentil. Moi, je suis déjà à Libreville. Il apparaît sur mon lit. J'essaie quand même d'ouvrir à peine les yeux. Et je le vois assis sur mon lit. Donc, je dis au monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis déjà qu'en même temps, à ma poitrine là, le truc était en train de sortir parce qu'on était déjà au mois de novembre, je pense. Parce que ça, c'était maintenant après les vacances. Donc, en même temps, mon enfant est malade. Et moi-même, j'ai déjà le truc là qui est en train de sortir. Voilà. Le monsieur, il est sur mon lit, mais il est tout en serpent. En serpent sur mon lit. Parce que j'ouvre les yeux pour regarder si vraiment je suis éveillée. Je vois le berceau de l'enfant, il est à côté. Il me dit, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Là, je n'arrive pas à prier. En fait, ça ne vient pas dans le cœur qu'il faut que je prie. Il me dit, ouvre la bouche. Tu as refusé de me donner, ouvre la bouche. Enfin, moi, j'ai dit, mais j'ai refusé de lui donner quoi? J'ai refusé de lui donner quoi? Il me dit, tu as refusé de me donner. Et dans mon ventre, c'est en train de bouger. Dans mon ventre, ça bouge. C'est pas le rêve. Dans mon ventre, c'est en train de bouger. Donc, le monsieur, quand j'ouvre la bouche, je vous dis que c'est un serpent qui sort de mon ventre. Un serpent, un long serpent qui sort de mon ventre. Et ça, c'est au moment où je crie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et en même temps, il disparaît. Quand il a disparu, je me suis vite levée, je suis allée retrouver. Mes parents étaient derrière. Donc, mon grand-père qui a fait les médicaments à mon fils, ma mère et ma grand-mère. Je dis non, la scène que je viens à peine de vivre là, non. On me demande de raconter. Je raconte un peu, on me dit, tu as délivré l'enfant. Et je vous dis que jusqu'alors, mon fils n'est plus jamais tombé malade. C'est un témoignage que je fais, c'est pour nos traditions.
Si je serais restée seulement à l'hôpital, peut-être que mon enfant ne serait pas... C'est pour dire que la tradition aussi, c'est important pour nous. Il faut savoir d'où l'on vient. Il faut toujours avoir nos racines. Même si on va adopter des choses que les Blancs nous ont emmenées, on doit savoir que l'on vient de quelque part. Et maintenant, pour mon truc qui est sorti à la poitrine, donc à un moment, j'en avais marre. J'ai fini avec l'histoire de mon fils. J'en avais marre maintenant sur moi-même. J'ai décidé, j'ai dit non, aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir ça. Je ne vais pas ouvrir la blessure là. Je ne vais pas encore aller ouvrir ça. Je suis fatiguée de souffrir. Que chaque année, il faut toujours aller ouvrir la place. Il faut aller ouvrir la place. J'ai décidé, j'ai dit, je ne vais pas ouvrir. Donc, je suis allée dans une église témoin de Jéhovah au niveau du 9. Parce qu'à ce moment, j'habitais face de Dieu et d'Aban. Donc, là, au 9, je suis allée. Je dis non, je veux que vous priez pour moi aujourd'hui. Le monsieur, il est sur une chaise roulante. Il me dit, ici chez les témoins de Jéhovah, on ne prie pas pour les malades et tout, parce que Jésus, il a déjà tout payé sur la croix. Je regarde le gars qui me parle, il est sur la chaise roulante. Je dis, bon, ok, je comprends. C'est pourquoi toi-même tu es là sur la chaise roulante, tu ne cherches pas à te lever. Il dit, ok, il m'a donné ça avec une Bible. Je suis partie. Pardon, excusez-moi, je suis allée dans une autre église, j'ai traversé parce que j'ai dit là, mon cher Dieu, si tu n'enlèves pas le truc là, moi je vais encore aller ouvrir ça, c'est bad, mon cher, tu mens. Donc, je suis allée dans une autre église, j'ai commencé à pleurer depuis l'église, depuis la porte de l'église. J'ai dit aujourd'hui là, mon cher, tu vas sortir comme tu es venu, tu vas sortir. Je suis allée dans l'église, j'ai commencé à pleurer, je pleure. Les gens là viennent à côté de moi, j'ai dit non, moi je veux pas de vous. Moi je veux quelqu'un qui vient et puis si moi et puis le truc là, ça disparaît. Donc, les gens sont là. Ils viennent me demander, mais madame, vous avez quel problème? Je pleure. Ils sont là appelés lui-même, le grand-père, si c'est prêtre ou si c'est pasteur ou je ne me souviens même plus de l'église. Le monsieur est venu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que comme je suis venu dans votre église là, aujourd'hui, là, vous allez prier pour moi, vous allez enlever le démon qui est toujours en train de me faire sauter. La chose de chaque année, là, aujourd'hui, là, si vous ne payez pas le miracle, je lui-même, j'en finis ma vie aujourd'hui, là, je pleure. Les gens sont sur moi, ils disent non, madame, on va prier pour vous et tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème, il faut prier aujourd'hui. Pas les fausses pierres, il faut prier. Je suis fâchée, je parle avec eux. Ils ne peuvent pas me dire que ce jour-là, il y avait la pluie dehors. Donc, ils ont prié. Ils m'ont donné une huile, j'ai frotté là, sur le truc. Et moi, il m'arrive à la maison aussi, j'ai prié. Je dis, Seigneur, si ça ne se perce pas aujourd'hui là, donc moi, je vais me suicider demain. Parce que je ne me vois pas en train d'aller me faire encore, on va me piquer l'aiguille là, on va ouvrir chaque fois, il faut encore aller soigner et tout. Je dis bad, c'est bad mon ami, c'est bad God. Donc j'ai dormi toute la nuit. Je suis là, je ressens un truc qui me chatouille au niveau de la poitrine. Ça s'est percé tout seul. Je dis là, il n'y a pas de problème, je peux maintenant aller à l'hôpital et puis on va nettoyer. On a nettoyé ma plaie et je vous dis déjà jusqu'aujourd'hui, j'ai 34 ans et je rends gloire à Dieu en fait, ça ne revient plus, c'est là, c'est tranquille. Donc depuis cette expérience-là, même si je vais pas trop à l'église, mais je sais que God existe, il est grand et il est bon. C'était mon témoignage, c'était mon histoire aussi. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurine. Mm. Allô? Coucou DMJ, bonsoir. Tu es monté d'abord, c'est comme si tu étais sorti. Oui, désolé, je suis sortie de la pièce et puis j'ai laissé le téléphone en attendant, puisque d'abord il y avait quelqu'un qui expliquait son témoignage et tout. Voilà. Après, il y a comme le bruit d'un ventilateur. Ouais, je m'éloigne. C'est bon? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ok, alors l'histoire que je vais vous raconter ce soir, ce sera en fait une histoire qu'on m'a racontée. Donc, je vais vraiment essayer d'être le plus discrète possible pour que le monsieur en question ne puisse pas être interpellé ou quoi que ce soit. Donc, l'histoire, il s'agit en fait d'une collègue à l'une de mes grandes sœurs qui s'est mariée
Donc, elle s'est mariée à un homme assez huppé, donc nanti, avec l'argent et tout et tout. Maintenant, tout allait bien. Le monsieur s'occupait bien d'elle, voyage par-ci, voyage par-là. Mais à chaque fois qu'elle tombait toujours enceinte, elle faisait des fausses couches. Et après chaque fausse couche, le monsieur lui donnait toujours de l'argent, un voyage à l'étranger et tout ça. Donc, histoire d'oublier un peu le stress, quoi, ce par quoi elle venait de passer. À chaque fois, c'était comme ça. Elle perd un enfant, c'est qu'elle va aller à Dubaï pour aller un peu se changer les idées. Elle perd un enfant, après, voilà. Sauf que c'était devenu trop éprouvant pour C'était devenu trop éprouvant pour elle. Donc, elle a décidé d'aller chercher un peu chez les Noirs. Pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Donc, en allant chez les Noirs là-bas, ce qu'on lui a dit, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, on t'écoute, sauf que c'est un peu lent la narration. Ouh là là, d'accord. Donc, en allant chez les Noirs, le tradit praticien a dit que c'est ton mari qui sait de quoi il s'agit. Ton mari sait de quoi il s'agit. Et lui-même, il sait, s'il n'arrête pas, en tout cas, tu vas toujours vivre la même chose. Donc, c'est comme ça que la dame, elle a tiqué un peu. Donc, après, elle est repartie vers son mari pour demander, en fait, au mari ce qu'il en était. Parce que, en allant chez le tradit praticien, voilà ce qu'il a eu à dire. Donc, évidemment, le mari est rentré dans une colère noire. Il est rentré dans une colère noire et puis, donc, du coup, il a mis la dame, en fait, à la porte. Il a mis la dame à la porte, en fait, en disant que oui, tu me traites de sorcier, nanana, et tout. Donc, elle est restée là-bas, chez ses parents, en famille, sans savoir qu'elle avait encore un retard du monsieur. Donc, le monsieur, évidemment, s'est encore rapproché d'elle. Il s'est encore rapproché d'elle pour dire que non, chérie, il faut que tu rentres à la maison et tout et tout. Sauf que, étant dans la maison là-bas, elle avait un frère qui avait les yeux. Donc, le frère a dit que non, si tu vas dans la maison avec le type, tu vas perdre... Oh, les commentaires. Tu vas perdre l'enfant. Tu vas perdre l'enfant si tu suis ton mari là, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas faire encore une fausse couche parce que ton mari, il est pour quelque chose dans tout ça. Et tout. C'est comme ça que la dame a dit non, chérie, cette fois-ci, laisse-moi rester en famille parce que je veux rester en famille en fait, parce que je me sens bien et tout et tout. Donc laisse-moi d'abord accoucher et tout. C'est là où le monsieur est venu d'abord en pleurant avec les cadeaux. Non, chérie, tu vas me laisser seule et tout et tout et tout et tout. La dame a dit niet, elle est restée vraiment catégorique. C'est là où maintenant le monsieur, puisqu'il ne pouvait plus venir la chercher physiquement, il a commencé à venir spirituellement. C'est-à-dire par les rêves et tout ça. Donc, dans les rêves, elle avait des couches de nuit et c'était toujours le monsieur qu'elle voyait. Donc, c'était toujours le monsieur qu'elle voyait dans les rêves et tout ça. Donc, quand elle avait expliqué ça, donc elle avait encore une grand-mère. La grand-mère a fait des trucs traditionnels. Là, on a coupé les rejets de banane. On a demandé de porter dans son slip pour que, en fait, il n'y ait plus de contact parce que du fait qu'il soit son mari, donc à travers le sexe, il avait toujours accès à elle et tout. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait ça. Donc, le lendemain matin, le monsieur, il était devant la porte de la dame. Et là, cette fois-ci, il n'était plus du tout... il ne voulait plus parler, en fait. C'est-à-dire, il est venu brutalement avec les parents en disant que moi, j'ai payé une dot. Il est hors de question que ma femme
continuer à rester dans la maison familiale alors que moi j'ai payé une dot, on n'a pas de problème et tout. Il faut qu'elle rentre à la maison. C'est là où la dame m'a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout que là maintenant, tu es en train de me confirmer tout ce qu'on est en train de me raconter en fait. Parce que j'ai arrêté de faire les mauvais rêves et c'est là où tu commences maintenant à venir pour me récupérer. Là, ce n'est pas possible du tout. Le monsieur a dit, en tout cas. Donc les parents aussi ont essayé de faire comprendre à la fille que bon, il faut repartir. Il faut repartir chez ton mari. Il faut repartir chez ton mari parce que quelque part, les parents aussi dépendaient de ce monsieur-là parce que le monsieur-là, c'était lui qui payait le courant, qui payait la nourriture et tout. Donc, ils n'ont pas pu en fait tenir longtemps face aux cadeaux et tout ça. Donc, la fille est repartie avec le monsieur. Quand elle repart avec le monsieur, voilà maintenant dans la nuit, au moment où elle commence déjà à sentir, donc on va dire quoi, le liquide, donc la fraîcheur déjà du sang qui commence déjà à sortir parce que pour celles qui font les fausses couches, pour celles qui font les fausses couches, il y a toujours un liquide là. Donc c'est le sang qui précède en fait le sang et tout. Donc quand elle a déjà vu ça, elle a senti que là, la chose voulait encore se produire. Mais quand elle est partie, elle avait quelque chose dans son sac qui disait que quand on lui avait dit que quand il va vouloir venir chercher parce que il passe par le sexe pour venir récupérer, il faut mettre en fait ton rejet de banane dans ta culotte et tu portes pour que ça bloque en fait. Donc c'est comme ça que quand elle a senti ça, automatiquement elle est partie mettre son rejet de banane et tout, elle a porté et tout. Quand elle a porté ça, à l'instant, le monsieur en fait, c'est-à-dire, pourtant il est en train de dormir hein, à côté et tout, donc le monsieur, il est resté comme ça, bloqué quoi, c'est-à-dire il a crié vraiment, et c'était son pénis en fait qui saignait. Donc c'est comme ça que elle a alerté les gens et tout et tout. Donc quand ils sont arrivés, le monsieur était vraiment en train de saigner, il saignait. On comprenait pas, c'est comme si en fait on avait coupé directement le sexe à l'arme blanche en fait. Donc c'est comme ça que le monsieur s'est confessé et il a expliqué justement que c'était lui à chaque fois qui récupérait les enfants à l'intérieur d'elle en fait. Donc cette histoire, c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est pour dire aux femmes que faites attention quand vous êtes épousées par des hommes riches, ensuite qui ne se soucient pas trop, c'est-à-dire qui ne recherchent pas trop les enfants, c'est-à-dire automatiquement il est trop compréhensif, il te propose des voyages, attention, parce que il se peut souvent que lui-même il sache pourquoi les choses se passent ainsi. Voilà, c'était ça l'histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir Queen. Bonsoir DMG. Moi la photo de profil. Tu vois pas ma photo de profil? Non, c'est parce que je vois que je parle, c'est ça. Ah d'accord. Ça va. Je te suis sur Facebook et maintenant sur TikTok. Oh, merci. Ils sont pris. Bon, moi je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et je suis ivoiro-malienne et je l'ai vécu moi-même. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien même. D'accord. Alors, dans les années 2016, j'ai rencontré un monsieur en Côte d'Ivoire, un monsieur malien en Côte d'Ivoire. Dans le temps, là, je travaillais dans un restaurant. Et il est venu manger dans le restaurant, il m'a repéré. Et il a envoyé quelqu'un après. Il y avait une boîte à côté du restaurant. Il allait s'installer là-bas. Il a envoyé le manager m'appeler pour dire que s'il est fini de travailler, de venir là-bas. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand j'ai fini de travailler, je suis allée faire un tour, vu que moi-même, je suis moitié malienne. Donc, je suis partie. On a échangé un peu et tout. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux boire? Je dis, je veux boire du champagne. Il m'a pris du champagne. Moi et mes collègues, on a bu et tout. On s'est bien amusé, on est rentrés. Et après ça, il m'a invité à sortir et tout. En ce moment, il était célibataire. Donc, on a débuté une relation. Entre-temps, le monsieur il est marié, on m'a dit.
Alors, moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc je m'en fous de ton mariage. Moi, je vis ma vie au calme. Comme on le dit, la vie de loup-gars, la vie de jeunesse. Alors, le monsieur vient un moment en Côte d'Ivoire. Il y avait des petites histoires entre nous parce qu'il me demandait de faire un enfant et je refusais. Et il m'a dit que bon, il vient en Côte d'Ivoire sans me prévenir. Et il me dit, ah, viens me retrouver. Enfin, viens retrouver mon ami qui est arrivé du Mali. Il est seul et tout. Tu vas lui tenir compagnie et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est pour lui tenir compagnie en boîte, il n'y a pas de problème. Après, moi, je rentre à la maison. Donc, j'y vais. Et surprise, le voici qui est assis là-bas. Je dis, ah, tu es arrivé. Oui, je suis arrivé et tout. On boit et tout, et on rentre. Évidemment, quand vous êtes en couple, vous couchez ensemble après la boîte et tout. On couche ensemble. Et dès que j'ai fait mes yeux, je vois que le monsieur a pris une petite serviette. Il était censé nettoyer la sémence après le rapport pour donner à une vieille dame charlatante pour faire un médicament. Genre pour prendre mon aura du genre. Et moi, je vois ça clairement dans mon sommeil. Et ça m'a tellement choquée. C'est comme si dans le sommeil où on était dans la même chambre et je les regardais comme un film novelas qui est en train de se passer. Je vois la dame qui dit au monsieur, mais la serviette là, il y a du sang dessus. Il y a du sang dessus. Et ça, c'est pas bien et tout. Et elle me voyait, elle voyait que je dormais pas et j'étais nue. Elle me dit, il faut sortir de la chambre, sors de la chambre. Et je lui dis, mais je suis nue, comment je sors de la chambre? Elle me dit, non, il faut sortir. Comme je refusais, elle a fait apparaître un serpent. Et moi, ça m'a un peu effrayée et j'ai pris la couette de l'hôtel pour m'emballer pour sortir de la chambre. Et dès que je sortais de la chambre nette, je me suis réveillée. Je dis, ah, ça c'est quoi ça? Bon, quelque chose me dit fortement, soulève la couette, tu vois. Soulève la couette. Donc, je soulève la couette. Dès que je soulève la couette, je vois la même serviette que j'ai vue dans mon songe sous la couette. Identique. Seulement qu'il n'a pas pu nettoyer la sémence parce qu'il était très fatigué, il avait bu. Donc, il s'est endormi. À ce moment, mes menstrues ne venaient pas. En ce moment-là, ça faisait longtemps. Ça dit que c'est fini, ça fait un moment. Et je prends la serviette quand même. J'étais curieuse. Je me nettoie. Et je vois le sang. Je dis, mais dis donc, pareil comme dans le songe. Donc, je me lève. Je prends la serviette, je vais laver dans la douche. J'accroche la serviette. Je viens dormir. Je me réveille le matin et je lui demande, mais toi, c'est quelle femme j'ai vue dans mon songe là? Et il me dit, non, ce sont les femmes, il faut les laisser, c'est comme ça, elles sont, il faut les laisser. Je sais, ok, il n'y a pas de souci. Je continue ma route, comme on le dit. À un moment, il vient réinsister encore sur l'affaire d'enfant. Je dis, non, je ne peux pas te faire un enfant. Donc, ça devenait un discours entre nous. On s'est perdu de vue. Moi, j'ai voyagé après et tout, je suis revenue et tout. En 2013, là encore, quand je reviens à Abidjan, je sors une nuit, je vais le croiser encore. Et il reprend mon numéro, il me dit que lui n'a pas encore oublié, en fait. Affaire d'enfant, là, lui n'a pas encore oublié. Hein. Lui, il revient encore sur ses pas. Dans mon cœur, là-bas, j'ai dit, ah, comme tu as raté pour la première fois, là, tu allais te renforcer pour revenir encore. C'est plus moi. Donc, comme on le dit, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai dégagé. En tout cas, je me suis arrangée pour qu'ils puissent être découragés. C'est pour dire que les hommes de nos jours, là, ça a commencé il y a longtemps. C'est parce que les gens ne faisaient pas attention. Ils sont prêts à tout, en fait, pour dérober les femmes de leur aura, de leur chance. Et après, elle va se retrouver vieille femme, elle n'est pas mariée. Ils vont dire, non, elle s'est trop promenée, c'est pour ça. Pourtant, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a arraché ce qu'elle avait, en fait. Donc, du coup, personne ne peut l'épouser, personne ne peut être avec elle. Les gens sont dangereux, le monde est dangereux. Quand Dieu te fait grâce de voir les choses comme ça, là, c'est mieux de t'éloigner que de continuer à suivre la personne. Donc, c'est ma petite histoire. En tout cas, le monsieur, il allait chercher l'argent, il a eu beaucoup d'argent maintenant. Jusqu'à me dit, maintenant, je suis riche. Dès que tu es enceinte, là, tu as tout ce que tu veux, la maison, la voiture. Il dit, hey, monsieur, faut m'excuser, moi, je suis là, je suis enfant de pauvre. Il faut venir me mettre dans les problèmes, je vais alors encore crier à l'église, Seigneur, sauve-moi. Je ne peux plus faire ça. Je suis fatiguée. Donc, c'est ma petite histoire du soir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Bisous, bisous à vous tous. Partagez, likez. Bonsoir. Bonsoir. Oui.
Bonsoir à tout le monde. C'est bon, je peux raconter mon histoire? Oui. Ok, je suis gabonaise et mon histoire s'est passée au Gabon. Donc j'ai un petit groupe de famille dans lequel un jour mon frère il est venu pour annoncer la nouvelle du décès d'une femme du village. Et vu que pendant une petite période de ma vie j'ai grandi au village et la femme dont il parlait je la connaissais pas. Donc quand il a dit il y a, je donne un nom d'emprunt, il y a Rebecca qui est décédée. Du coup j'étais là, je me suis dit mais c'est qui Rebecca en fait? Il me dit mais tu connais pas Rebecca? Il y avait une folle au village qui déambulait au village et tout, et moi je la connaissais pas. Du coup il a commencé à raconter en fait son histoire est assez terrible. Elle voulait traverser elle voulait aller en Guinée équatoriale en pirogue avec sa mère. Donc, pendant qu'ils étaient dans le bateau avec la mère et d'autres passagers, il y avait des, je sais plus trop comment on l'appelle, des gardes-côtes, hein, je pense. Et vu que la majorité des passagers n'avaient pas de papier, et la mère de la fille en question aussi n'avait pas de papier, donc la mère, elle a avalé la pirogue avec tous les passagers. Donc, sa fille et tous les passagers, elle les a avalés, mais spirituellement, pour qu'on ne puisse pas les attraper. Donc, après avoir traversé, la mère a pu vomir à nouveau la pirogue et les autres passagers, mais elle n'a pas pu vomir sa fille. Elle a tout fait, mais elle n'a pas pu vomir sa fille. Et à cause de ça, la fille est devenue folle. Donc la mère, elle a essayé d'aller un peu partout, aller voir les marabouts et tout, mais rien n'y fait. Elle n'a pas pu vomir sa fille. Donc la fille est devenue folle comme ça jusqu'à sa mort. Et moi, je n'avais pas croire à cette histoire et mes frères, ils m'ont dit, mais tout le monde est au courant de cette histoire dans le village. Tout le monde. Donc, c'est ça ma petite histoire. C'est tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Bonne soirée. Et à vous.